Bonjour. Je veux me limiter à 15 minutes pour vous présenter Saint-Jean-de-Montmartre. Plus proche. D'accord. Bon, donc le sujet de ma présentation est l'église Saint-Jean-de-Montmartre, qui est un édifice singulier de plusieurs points de vue, dont la construction a commencé à la fin du 19e siècle et a été aboutie en 1904. Le projet a été dessiné par Anatole de Baudot, fondateur de l'école des Chaillots, collaborateur favori de Viollet-le-Duc, tandis que le système constructif appartient à Paul Cotinsin, ingénieur qui l'a breveté en France et à l'étranger, notamment dans les États-Unis. L'église appartient à la ville de Paris qui, par son bureau d'édifices cultuels historiques, gère encore 9 églises du XXe siècle et 45 églises, si je ne me trompe pas, du XIXe siècle. Elle a été inscrite en totalité sur la liste des monuments historiques en 1965 et attend aujourd'hui un classement. Saint-Jean-de-Montmartre est généralement connu comme un des premiers bâtiments importants en béton armé, même si le terme correct serait ciment armé. C'est un bâtiment qui, historiquement, fait partie du XXe siècle, mais il est présent pourtant dans tous les ouvrages des références sur l'architecture de cette période, mais sans beaucoup d'insistance de la part des auteurs qui lui accordent juste quelques lignes avant de passer sur les œuvres traitées presque intégralement d'Auguste Perret. Saint-Jean est encore regardé comme un édifice étrange et déraisonnable. Même Le Corbusier reconnaît dans l'introduction de son œuvre complète qu'il avait considéré cette église comme affreuse avant de comprendre son importance dans l'histoire de l'architecture. Un des premiers chercheurs à reconnaître l'intérêt de cet édifice a été Peter Collins en 1959 dans l'ouvrage traduit en français sous le nom de Splendeur du béton, mais avec une approche qui cherchait à démontrer les développements linéaires et conséquents de l'architecture en béton armé dont il trouve l'aboutissement dans les projets d'Auguste Perret. Sans chercher des origines antiques, il faut signaler que l'histoire du béton armé est complexe et son invention est en effet un travail collectif, comme par exemple l'invention de l'avion. De même que l'aviation, à ses débuts, le béton armé a eu une évolution très hétérogène avec plusieurs branches qui se sont développées dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour produire vers 1900 plusieurs systèmes, on les appelait comme ça, de construction cohérente et autosuffisants sur le territoire de la France. De ces systèmes portant les noms de leurs inventeurs, les plus importants sont Hennebique et Cotinsin. Je vais vous présenter un peu les deux en parallèle pour voir les différences. Le système Hennebique avance en réalité les bases du béton armé que nous utilisons aujourd'hui dans la plupart des cas. À l'appui d'un grand bureau d'études d'une revue mensuelle et d'un réseau de concessionnaires dispersés partout en Europe, François Hennebique a eu la capacité de s'imposer sur les marchés de la construction de la fin du XIXe siècle. Ces ouvrages exécutés sont extrêmement nombreux et divers, en allant des réservoirs d'eau aux églises et bâtiments industriels. L'emploi d'une armature longitudinale à la partie basse des éléments soumis à la flexion était connu depuis des siècles, avant le développement du béton armé. Par exemple, les architraves de la colonnade du Louvre ou le Panthéon avaient déjà utilisé les armatures métalliques qui leur permettaient une portée considérable. Mais le mérite d'Hennebique est d'inventer l'armature transversale. Dans son deuxième brevet, en 1893, François Hennebique dessine l'étrier, qui a pour fonction de rattacher la corde des tensions à celle des compressions et de faire mieux résister l'ensemble aux efforts tranchants et des glissements. Dans une première étape, l'étrier d'Hennebique était un fer plat qui embrassait à l'étroit les tiges longitudinales inférieures et se repliait en haut pour mieux se rattacher au béton. Le système Cotinsin, par contre, est voué à l'échec quant à la continuité dans le temps. Il est fondé sur un brevet enregistré avant Hennebique en 1889 en France et puis 3 ans plus tard aux États-Unis. La méthode de Paul Cotinsin est très différente de celle d'Hennebique et plus originale par les résultats. Elle utilise un mélange de ciment, eau et sable, alors que dans le système Hennebique et dans le béton armé d'aujourd'hui, on ajoute des agrégats pour augmenter la résistance à la compression. Les armatures sont elles aussi différentes de ce que Hennebique et les autres utilisent. En étudiant les systèmes contemporains, l'ingénieur Paul Cotinsin observe un inconvénient majeur dans la faible solidarité avec le béton des éléments travaillant
à la traction, l'adhérence étant jugée insatisfaisante. Il propose donc l'utilisation des armatures continues formées des fils de fer peu épais tissés en mailles denses qui permettaient d'englober le béton dans ce réseau où il se trouve entouré de tous les côtés et donc immobile. Le volume de l'élément peut être théoriquement décomposé en petits polyèdres juxtaposés qui ont une meilleure résistance avec une faible hauteur de section. C'est pourquoi les planchers peuvent avoir seulement 7 cm, mais pas seul, mais avec l'aide des autres éléments conçus par Cotinsin qui permettent des portées courantes. Et c'est les épines cadres qui représentent une sorte de petites poutres préfabriquées et liées ensemble, très hautes par rapport à la largeur, montées sur le contour de la surface à couvrir. Les épines contreforts sont des éléments comparables aux solives qui servent à la consolidation et le contrevendement de la dalle. Leur disposition en triangulation donne des nœuds dans lesquels il y a au moins 3 épines qui se rencontrent et assurent ainsi un encastrement. La mise en œuvre du système Cotinsin est plus simple en théorie qu'en pratique, puisqu'elle réclame des ouvriers avec certaines connaissances et une surveillance continue des travaux. En fait, dans le système NBIC, les travaux peuvent être plus simplement vérifiés en raison d'un phasage plus clair entre la réalisation des coffrages en bois, la pose des armatures et le coulage du béton. Sur un chantier en système Cotinsin, les travaux sont plus compliqués. Les coffrages des planchers sont effectués par des petits panneaux en plâtre qui doivent reposer sur des cadres en litho qui sont en fait un coffrage perdu qui donne la face inférieure du plancher. Les armatures doivent être tissées sur place à partir des ferrons laminés arrivés en rouleau, ce qui réclame un travail spécialisé et systématique. Quant au coulage, il est fait de façon différente entre les éléments préfabriqués au pied de l'ouvrage, comme les épines, et ceux qui sont réalisés à leur place définitive. C'est un procès qui peut engendrer des possibles ruptures dans la continuité de la structure. La faiblesse des sections et le dessin très précis de la construction sont des autres points qui demandent contrôle. La multitude des armatures, la méthode très compliquée des fondations, l'utilisation des murs et poteaux composites en briques armées ne font qu'ajouter en complexité. C'est pour ces raisons que le système Cotinsin n'a pas fait d'adeptes et les ouvrages exécutés selon ces principes sont très limités. C'est pour cette raison aussi que l'église Saint-Jean-de-Montmartre est un événement unique dans l'histoire de la construction. Seulement après quelques décennies, l'intérêt pour les structures des couvertures de faible épaisseur en ciment armé réapparaît avec Pierluigi Nervi en Italie. Et dans ces réalisations, on peut entrevoir le travail des pionniers de Paul Cotinsin. L'église Saint-Jean-de-Montmartre repose sur un terrain en forte déclivité. Elle est infondée sur des piles en béton armé à 12 mètres de profondeur, au-dessus des anciennes carrières. Anatole de Bordeaux soutenait que l'ouvrage est un monolithe, qu'en théorie on pourrait l'arracher du sol, si on veut. La superstructure est une ossature avec des poteaux composites béton brique, avec des poutres qui sont appelées des épines dans le système Cotinsin. Sur toutes les pathologies de cette construction, le travail doit être analogue à cause de l'originalité des matériaux de construction, le ciment armé et la brique armée. L'analyse impose au préalable de connaissances de la configuration du bâtiment et des pathologies générales du béton armé et des briques à travers des ouvrages écrits, des études préliminaires des architectes en chef et de l'observation personnelle sur des autres bâtiments plus ou moins similaires. Le système constructif étant singulier à Saint-Jean-de-Montmartre, une analyse sur place pose évidemment des problèmes de compréhension. Les arcs de voûte reprend la composition des poteaux et les voûtes sont formées de 2 dalles minces de ciment armé entre lesquelles on a posé du mâche-fer comme isolation. À l'origine, l'extra d'eau était exposé, mais suite aux infiltrations d'eau, on a mis en place une couverture en cuivre qui a été refaite en 1996. Elle est circulable parce qu'Anatole de Bordeaux avait prévu des marches sur les voûtes et la vue sur Paris est magnifique. Même si les voûtes sont désormais protégées, l'eau pénètre par des autres endroits, notamment au niveau des vitrages. Et sa rencontre avec le ciment armé et le plâtre est destructive. Les murs sont constitués de 2 parois, des briques percées de fils de fer, un des premiers exemples de ce type qui est encore utilisé aujourd'hui sur certains ouvrages.
À l'intérieur de l'église, tous les éléments de structure sont recouverts d'un plâtre d'une épaisseur qui arrive à 4-5 cm. Il faut signaler aussi que cette association entre le ciment et le plâtre est très malheureuse pour la stabilité. En 1909, le tunnel de métro est construit à quelques mètres de la façade est, ce qui engendre de légères vibrations, mais qui ne sont pas aussi graves que les vibrations causées par les cloches qui sont régulièrement et qui se font entendre au niveau du rez-de-chaussée. Les questions sur la carbonatation du ciment armé doivent se poser au niveau des appuis des baies qui sont affectés sans exception aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'oxydation des armatures a engendré par endroits l'éclatement des briques et une question sensible est de savoir l'état des armatures dans les éléments des structures recouvertes de plâtre. En quelques points où le revêtement en plâtre est tombé, nous pouvons examiner l'état de la structure, de l'ouvrage brut, qui est généralement satisfaisant. Pour autant, sur les parties structurelles composites comme les poteaux en briques armées, qui sont inaccessibles à cause de la hauteur, le diagnostic est imprécis et le plâtre pourrait cacher des désordres derrière lui bien avant qu'il le signale par des fissures ou chutes. Un autre problème est la distorsion des baies vitrées engendrée par la déformation thermique du ciment armé. Et comme j'ai pu le constater, le problème qui se pose est similaire aux églises en béton armé d'Auguste Perret, Rancy par exemple et Montmagny, sur lesquelles on a dû changer les claustres en béton qui avaient fait éclater les vitres à cause de leur contraction. Il faut noter aussi un grave problème d'acoustique qui ne se voit pas dans les photos, mais qui se voit sur place. Dans tous les locaux de l'église, Anatole de Bordeaux n'avait pas imaginé les malheureux effets de la réverbération. À cause de la mauvaise acoustique, les plus grands espaces de l'église basse, la crypte, sont difficilement utilisables pour des activités qui pourraient être accueillies dans des conditions normales. Et l'amélioration de l'acoustique me semble un point très important dans un futur projet. En dehors des ordres liés à la configuration initiale du bâtiment, nous trouvons sur cette église des anomalies provoquées par les réparations et restaurations ultérieures. Par exemple, les très fins montants en ciment armé des 4 grands baies vitrées qu'on voit dans la photo ont été doublés, même triplés en épaisseur par du béton armé ordinaire qui travaille de sa propre façon. Nous pouvons constater aussi des reprises en béton sur des garde-corps extérieurs. Les briques qui étaient éclatées à cause de la carbonatation, surtout aux angles des murs, ont été changées par des briques similaires, mais qui ne font pas résoudre le problème, il faut le traiter avec une analyse détaillée. Ces soins palliatifs doivent être mis en question lors d'un chantier de restauration. Il faut parler aussi du système de chauffage à air chaud installé récemment qui ne tient pas compte des particularités de l'édifice. Les éléments les plus notables dans cette construction sont les planchers avec leurs épines. Les conduits d'air chaud qui passent sur le plancher haut de la crypte détruisent toute l'élégance de la disposition architecturale. En plus, les conduits passent dans l'église haute en montant jusqu'au niveau de l'orgue par un artifice assez grossier qu'on voit dans la photo en bas à gauche, c'est-à-dire les poteaux ont été épaissis. Avant, ils avaient 50 cm d'épaisseur et on les a donné une épaisseur de 1 mètre presque pour caser les conduits. Et on voit que c'est pas tellement beau. Aussi, la question de l'accessibilité et des mises aux normes, des protections contre les incendies doivent se poser pour l'aménagement des espaces de l'église basse pour qu'ils puissent recevoir du public. Sinon, ces grands espaces vont rester inutilisables. En conclusion, divers travaux de réparation ont été faits récemment, notamment sur des vitraux qui sont les plus sensibles. Mais l'église Saint-Jean de Montmartre attend toujours une restauration intégrale et unitaire. Le chantier sera un défi en raison du site très difficile d'accès pour les outillages, les ouvriers, et des techniques constructives non conformistes. Mais avant tout, bien sûr, il faudra une concertation des autorités et des moyens financiers considérables pour sauvegarder cet édifice très remarquable dans le paysage parisien. Avec ça, j'ai fini. Merci pour votre attention.